Bonjour, dans cette vidéo, je poursuis la correction des TD de physique quantique associés au cours que vous pouvez suivre également sur cette chaîne. Je mettrai comme d'habitude l'énoncé du TD dans un lien sous la vidéo. Alors nous en sommes au TD numéro 6 qui porte sur l'équation de Schrödinger et des particules dans différents types de potentiels, alors à une dimension. Alors on va commencer par le premier exercice, bien sûr, qui concerne la particule libre, donc une particule soumise à aucune force. Donc on nous rappelle l'équation de Schrödinger, IH bar d sur dt de psi de t, où psi de t est donc le ket, c'est-à-dire le vecteur d'état correspondant à l'état du système à l'instant t, égale, alors j'aurais préféré qu'ici il y ait un d rond, bon, encore que, bon, ouais, l'état lui-même dépend que du temps, mais oui, donc c'est pas si mal, pardon. Égale donc h psi de t, où h est donc le hamiltonien. Bon, ça c'est l'équation Schrödinger standard. Alors pour une particule libre, la particularité c'est que cet hamiltonien s'écrit simplement p carré sur 2m, où m est la masse de la particule et p est l'opérateur impulsion. Alors on met px ici, de toute façon on se place à une dimension. Et donc, il n'y a pas de potentiel, ou le potentiel V est nul, si vous préférez. Alors, dans tout cet exercice, on se placera en représentation position, c'est-à-dire qu'on travaillera avec la fonction d'onde psi de x et de t. Alors, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est vraiment la représentation position ou la représentation impulsion? Alors, quand on dit qu'on se place en représentation position, ça veut dire qu'on s'intéresse aux composantes du vecteur d'état, qui est ce ket, sur les vecteurs x. C'est-à-dire, en fait, ça ne veut rien dire d'autre que on se place dans, disons, on attribue à l'espace des états, à l'espace de Hilbert des états, disons, on affecte à cet espace une base qui est la base généralisée des x. C'est-à-dire, on se place dans cette base-là. C'est ça que ça veut dire travailler en représentation impulsion. Lorsqu'on est dans un espace vectoriel de dimension finie, on peut représenter n'importe quel vecteur de l'espace, V dans un espace E de dimension n. Vous savez qu'on peut représenter n'importe quel vecteur sous la forme, graphiquement, d'un vecteur colonne avec des composantes alpha 1, alpha 2, alpha n. Et ça veut dire que V est égal à la somme des alpha i EI, si je note EI, le ième vecteur de la base. Évidemment, donc I égale 1 à n, évidemment, les composantes alpha i, donc le vecteur colonne écrit sous cette forme-là, dépend numériquement, ces composantes dépendent de la base choisie. De la même façon, dans l'espace de Hilbert de dimension infinie, l'espace des fonctions de carré sommable, les composantes d'un vecteur d'état psi quelconque sur une certaine base dépendent de la base en question. Donc, on peut choisir des tas de bases différentes, il y en a une infinité évidemment. Lorsqu'on se place en représentation position, à une dimension en représentation x, ça veut dire qu'on choisit comme vecteur de base, alors c'est une base généralisée, je l'ai expliqué déjà dans les TD précédents, c'est-à-dire que ces éléments-là n'appartiennent pas réellement à l'espace, mais on peut développer n'importe quel vecteur d'état sur cette base généralisée. Donc, se placer en représentation position, c'est s'intéresser aux composantes des vecteurs d'état sur les éléments de cette base. C'est-à-dire, on se place dans la base x. Et quand on se place en représentation position, ça veut dire qu'on travaille avec, au sein de l'espace H, l'espace de Hilbert des états, on travaille avec cette base-là. Ça ne veut rien dire d'autre, donc il n'y a pas de difficulté particulière, il ne faut pas se laisser impressionner par ce terme représentation-position. Ok, alors, c'était juste un aparté, mais comme on m'a beaucoup posé la question, j'ai répondu dans pas mal de commentaires, mais au moins c'est dit une fois clairement. Alors, donc dans tout cet exercice, on se placera en représentation de position, c'est-à-dire qu'on travaillera avec la fonction d'onde psi de x et de t, étant entendu que psi de x et de t, là, ce n'est rien d'autre justement que la composante
de psi de t sur le vecteur x. C'est-à-dire ça, c'est très précisément x psi de t, où x est le bras généralisé associé donc à la position x. Ceci est en réalité la définition du bras x. Le bras x, c'est la forme linéaire non continue, c'est pour ça qu'elle n'appartient pas à l'espace dual, mais le bras x, c'est la forme linéaire qui, à tout vecteur d'étape psi de t, associe le nombre. Ça, c'est un élément de R, pardon, de C, bien sûr, le nombre psi de x et de t. Bien. Alors, on rappelle que dans cette représentation, l'opérateur impulsion Px, donc celui-ci, agit comme moins i h bar d sur dx. Bon, là, cette fois, il y a un d droit, mais qui ne me plaît pas du tout, d sur dx, hein, puisque psi va dépendre de x et de t, bien sûr. Voilà, sur la fonction d'onde psi de x. Très bien. Alors, à l'aide des informations qui précèdent, retrouvez l'équation de Schrödinger à une dimension pour la fonction d'onde psi de x et de t associée à l'état psi de t quête, comme ça. Alors, très simplement, il suffit d'écrire... donc, si on prend cette équation en lui appliquant le bras x, on va avoir donc ceci. Donc là, on a évidemment IH bar, donc x appliqué à psi de t, ça c'est des opérateurs linéaires, donc on peut les sortir, x étant évidemment un vecteur constant. Donc ça va faire IH bar d sur dt de psi de x et de t, hein. X appliqué à psi de t, c'est psi de x et de t, égale de l'autre côté, alors px c'est ça, le hamiltonien c'est px carré sur 2m, donc en représentation x, c'est-à-dire quand on prend la composante suivant x, P se comporte comme ça, en fait, agit sur la fonction d'onde psi de x et de t comme ceci. Si on le met au carré, ça au carré, ça va faire donc moins i au carré, ça fait moins 1. Donc moins h bar carré, d2 sur dx2. Et donc ceci fait simplement moins h bar carré, alors sur 2m, d2 sur dx2. Et je vais donc écrire ici psi de x et de t. Donc voilà l'équation de Schrödinger associée à la particule libre, c'est-à-dire lorsque le hamiltonien est simplement P2 sur 2m, comme ceci. Bien. Alors ça c'était le petit a. Petit b. Alors on nous dit que Schrödinger a établi son équation en cherchant à ce que les ondes planes de vecteurs d'onde k, alors ici c'est pas un vecteur parce qu'on a une dimension, mais enfin donc on devrait plutôt dire de nombre d'ondes k et de pulsation oméga, soit solution de son équation pour E égale h bar oméga et P égale h bar k. Très bien. Quelle relation dite de dispersion entre oméga et k devra être satisfaite pour qu'il y ait un lien entre la mécanique classique et la mécanique quantique? Bon, c'est une question un petit peu... bref, une formulation un petit peu lourde, mais essentiellement, donc, Schrödinger, on nous dit que Schrödinger a cherché à établir une équation qui permet à ce que les ondes planes associées à ce k et ce oméga, c'est-à-dire des ondes qu'on peut écrire complexe comme ceci, ouais, plus ou moins, on choisit la convention qu'on veut, mais il s'agit donc que ces fonctions-là soient solution de son équation, Schrödinger. Donc pour une énergie E égale h bar oméga et une impulsion P égale h bar k, sachant que E, c'est bien sûr la grandeur physique associée à l'opérateur, à l'observable H. On a ici, donc, en fait, la correspondance avec la physique classique dont on nous parle, c'est simplement E égale P2 sur 2m. Et donc, si E c'est h bar oméga et P c'est h bar k, eh bien on a simplement ici donc
h bar oméga égale h bar carré K2 sur 2m, c'est-à-dire oméga égale h bar K2 sur 2m. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. La question me paraît inutilement compliquée pour dire cette chose simple. En tout cas, voilà la relation de dispersion. Hein. On appelle relation de dispersion le lien entre la pulsation temporelle et la pulsation spatiale, c'est-à-dire le nombre d'ondes, ou le vecteur d'onde lorsqu'on est à 3 dimensions. Alors, très bien. Petit c, montrer que l'onde plane K, bon alors là c'est à nouveau faire attention avec les notations et les formulations. On nous dit donc cette onde plane de fonction d'onde donnée par xk égale, je vais laisser ça dans un coin avant de l'effacer, donc oméga égale h bar K2 sur 2m. Donc ce cas-là, ce qu'ils appellent dans l'énoncé onde plane, correspond à la fonction d'onde xk égale psi indice k de x égale a e puissance ikx. Vous voyez, c'est très maladroit parce qu'en réalité, on a ici des psi de x et de t, et effectivement, on aimerait trouver ici un moins oméga t pour avoir effectivement une onde plane. Ça a un sens en tant qu'onde plane, de façon standard. Si on ne met pas le t, on ne voit pas bien en quoi cet objet-là serait une onde, et ce n'est pas une onde en soi, ça c'est simplement une fonction de x. Donc c'est mal dit, mais ça veut dire que cette fonction d'onde ici, qui ne dépend pas du temps, donc vous pouvez dire que c'est la fonction d'onde à l'instant t égale 0, est en fait donc la partie spatiale de ce qui serait l'onde plane avec ce coefficient-là global. Bon, donc encore une fois, c'est pas très bien rédigé cet énoncé, donc excusez-nous. On fera mieux dans une prochaine version sans doute. Quoi qu'il en soit, c'est assez simple ce qu'on nous demande. Donc vérifier qu'en effet... montrer que cette onde plane, en tout cas cet objet-là, est état propre de l'opérateur hamiltonien Px, donc celui que j'ai justement effacé. Px, hein, c'était moins i h bar d sur dx, en tout cas lorsqu'on est en représentation x. Donc je devrais plutôt écrire que x px psi c'est moins i h bar d sur dx x psi. Alors ceci est vrai pour tous les psi, c'est donc vrai en particulier pour notre quête k ici, définie comme ceci. Bon, il suffit d'appliquer donc cette définition pour le quête k. Donc psi de k, c'est ça. Donc si je prends moins i h bar d sur dx de cette fonction-là, alors d sur dx de cette fonction-là, ça fait, je vais l'écrire, voilà, moins i h bar fois le d sur dx fait sortir i k a et puis lui-même. Et donc ça fait, eh bien, moins i fois i, ça fait 1. Donc ça fait h bar k a e puissance ikx. H bar k, c'est p. Et donc ceci est égal à p fois, et ça, c'est xk. Voilà. Donc on voit de manière globale, je vais effacer tout ça, de toute façon, ça c'est très simple, on le retrouvera sans problème. Donc on voit que x px k, c'est égal à p xk, et ceci bien sûr, quel que soit x. C'est-à-dire quel que soit le quête x. Donc pour tout élément de la base dans laquelle on se place, la base généralisée dans laquelle on se place, on a ça. Par conséquent, sachant que ce p est un nombre, on peut le placer là. Donc on a en fait x appliqué à px de k moins pk égale 0, quel que soit x. Et donc pxk égale pk.
Voilà, et c'est ça qu'on nous demandait de montrer. Hein, on nous demandait... Oui, non, oui, je suis perdu. Oui, montrer que l'onde plane K est état propre de l'opérateur avec la valeur propre P égale H bar K, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors, et ensuite, donc ça, on va montrer que K est vecteur propre de Px avec cette valeur propre là, et on veut aussi montrer que P est vecteur propre de E, alors plutôt du hamiltonien, de H, avec la valeur propre E. Alors H, vous rappelez que c'était P2 sur 2M en opérateur, donc si on applique ça à K, on a bien évidemment, enfin au quai de K, si K est vecteur propre de P, Px, c'est aussi vecteur propre de H avec simplement la valeur propre P carré sur 2M. À l'évidence. Et donc ça, c'est la valeur propre E égale P2 sur 2M, ou si on préfère, H bar carré K2 sur 2M, puisque P égale H bar K. Alors, comment appelle-t-on les états propres de l'opérateur hamiltonien? Eh bien, comme vous le savez, on appelle ça des états stationnaires. Et comment ces états évoluent-ils temporellement dans l'équation 1, donc c'est-à-dire dans l'équation de Schrödinger? Alors, allons-y. Donc, je vous rappelle l'équation de Schrödinger. I h bar d sur dt de psi de t égale donc h psi de t. Si on a psi qui est vecteur propre de E de h pour la valeur propre E, alors on a ça. D'où l'on déduit bien sûr que psi de t, son évolution temporelle, eh bien c'est simplement E puissance, donc E sur IH bar, c'est-à-dire moins IE sur H bar fois t, psi à l'instant 0. Voilà. Hein, puisque la constante d'intégration, là, c'est bien psi de 0. Hein. Si on met t égale 0, ça fait simplement 1. Et donc, voilà le résultat. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ces fonctions-là, enfin les fonctions propres du hamiltonien, des états stationnaires, bien qu'ils ne soient pas stationnaires en un sens strict, c'est-à-dire qu'ils dépendent du temps, bien sûr, exactement de cette façon-là. Hein. Donc, le vecteur d'état psi dépend du temps, mais ils dépendent du temps via une phase ici, qui est de module 1, bien sûr, ce qui fait que si on prend... c'est-à-dire que ces deux états représentent, enfin ces deux vecteurs d'état représentent en réalité la même situation physique, hein, puisque le module au carré de psi de t, par exemple, est égal au module au carré de psi de 0. Et de même, si on calcule la composante de psi de t sur n'importe quel autre vecteur, et qu'on en prend le module au carré pour voir ce que donnerait le résultat d'une mesure d'une certaine grandeur, quelle qu'elle soit, on voit que ce module au carré, évidemment, ne dépendra pas du temps, et par conséquent, on aura la même probabilité à chaque instant d'obtenir le même résultat pour n'importe quel type de mesure sur n'importe quelle grandeur physique qu'on puisse faire. En ce sens-là, on peut dire que le vecteur d'état n'évolue pas, n'évoluant que par une phase, ne modifie pas ce qu'on peut attendre lors d'une mesure de cet état. Voilà pourquoi on les appelle stationnaires, bien que, vous y trompez pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne changent strictement pas, ça veut dire qu'ils restent proportionnels à eux-mêmes par une simple phase. Bien. La phase ne changeant pas la norme, bien sûr. Ok, alors, si et seulement si. Alors, oui, donc, petit d. Vérifier qu'en effet, les ondes planes psi de x, donc psi k de x et de t, vous voyez qu'on a remis la variable t, donc décidément c'est un petit peu léger au niveau de la rigueur de l'écriture ici, mais qu'à cela ne tienne. Donc si on rajoute le oméga t ici, ça fait e puissance i kx
moins oméga t. On avait a puissance ikx, ça c'était la partie spatiale, donc si vous voulez à l'instant 0, et si on rajoute e puissance, donc si on rajoute l'évolution temporelle, on obtient, puisque e sur h bar c'est oméga, on obtient très exactement ça. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'onde plane. Donc vérifier que ces ondes planes-là sont solutions de l'équation de Schrödinger exprimée en représentation position, donc celle-là même que j'ai effacée et que je vais réécrire. Donc l'équation en question c'était donc IH bar d sur dt de psi de x et de t égale moins h bar k2 sur 2m d2 sur dx2 de psi de x et de t. Donc vérifions que ces solutions-là, enfin ces ondes planes, sont bien solutions de ça, moyennant la relation de dispersion qu'on a identifiée. Alors c'est évident, hein, bon, là, il va y avoir un a partout. Disons la dérivée par rapport au temps fait sortir un moins i oméga ici, donc fois IH bar, et puis fois la fonction elle-même. Ça c'est pour le membre de gauche. Et sur le membre de droite, donc moins h bar k2 sur 2m. Donc dérivé par rapport à x, c'est faire sortir ik. Et dérivé deux fois, c'est donc faire sortir ik fois ik, c'est-à-dire moins k2, 2. Ah pardon, non, il n'y a pas le cas, excusez-moi. C'est moins h, voilà, c'est ça hein, l'équation de Schrödinger, pardon, justement. Il n'y est pas, il sort d'ici. Et fois la fonction elle-même. Voilà. Et donc, on vérifie ici. J'ai un problème de si moins. Ah non, ik fois. Ben, si. Moins i. Pardon. Ah. Oui, il sort moins i oméga ici, pardon. Ça ne fonctionnait pas, donc il sort bien moins i oméga ici. Et donc ça fait, ici ça fait h bar, décidément, sur 2m. Et là, donc, moins, ok. Et là, ça fait, oui, moins i carré, c'est-à-dire une fois oméga. Voilà. Et on retrouve donc la relation de dispersion qu'on avait obtenue, celle qu'on avait obtenue en écrivant le lien avec la physique classique, E égale P2 sur 2M. Hein. Donc la situation correspond bien, c'est-à-dire que l'équation Schrödinger correspond bien à la situation classique E égale P2 sur 2M avec les solutions A puissance ikx moins oméga t. Donc ce qu'on nous dit, c'est que Schrödinger, en fait, c'est ça qu'il voulait. Il voulait que ça, ce soit solution de l'équation de Schrödinger, enfin de l'équation d'évolution de la fonction d'onde, avec cette relation-là. Et donc, à l'évidence, voilà comment doit s'écrire l'équation de Schrödinger. Pour que ça soit solution, il faut qu'elle s'écrive comme ça. C'est-à-dire, donc ici, on a l'opérateur H. Et il faut donc que l'opérateur P s'écrive comme ceci. Si on veut que cette partie soit P2 sur 2M. Enfin, on veut que l'opérateur P s'écrive en représentation position moins IH bar D sur DX. Bon, c'est un petit peu, je trouve, un petit peu confus la façon dont tout ça est formulé. En tout cas, il faut que vous ayez bien compris ce lien entre la relation classique E égale P2 sur 2M et la réalité quantique sous-jacente dont elle émerge en réalité, même si historiquement on a eu ça avant d'avoir la formulation quantique, en réalité, ceci est la traduction de l'opérateur hamiltonien qui intervient dans l'équation de Schrödinger, celle-ci, est en fait exprimé comme P2 sur 2M avec P opérateur, donc impulsion, qui s'écrit comme ça. Et ce qu'on a vu donc, dans le cours, c'est qu'en fait, l'opérateur qui s'écrit comme ça n'est rien d'autre que le générateur des translations dans l'espace, dans la direction X. Bon, ce n'était pas très très élégant cet exercice. Alors on va passer au second. Deuxième exercice, toujours correspondance avec la mécanique classique et théorème de Ehrenfest. Alors en fait, on a déjà
discuté ce théorème, et en fait on l'a déjà montré dans un TD précédent, je ne sais plus lequel, probablement le TD 5 en fait. Mais ça fait un petit moment que je l'ai corrigé, donc je ne sais plus trop, mais je crois que c'était le TD 5. On va voir, peut-être qu'il faut le redémontrer rapidement, on va voir ce qu'on en fait ici. Alors 2. Soit un ket psi de t évoluant selon l'équation de Schrödinger dans un espace de Hilbert H sous le hamiltonien grand H, dont on suppose qu'il ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire que dH sur dt égale 0. Donc, il peut dépendre de la position, mais il ne peut pas dépendre du temps. Alors, petit a, c'est-à-dire que les conditions d'évolution du système ne varient pas au cours du temps. Évidemment, le système va évoluer via l'opérateur H, précisément, mais les conditions d'évolution sont constantes dans le temps. Alors, à partir de l'équation de Schrödinger pour le ket psi, c'est-à-dire, donc je vous rappelle, IH bar d sur dt de psi de t égale h psi de t, écrire l'équation différentielle conjuguée que satisfait le bras psi de t. Donc au ket psi de t correspond un bras psi de t. Et quelle est l'équation correspondante sur l'évolution du bras? Eh bien, il suffit de prendre la transposée conjuguée de cette équation, hein, c'est-à-dire on passe tout au bras. Donc à ce moment-là, on a le i qui devient moins i. Évidemment, h bar qui est réel reste ce qu'il est, la dérivée temporelle ne change pas. Donc on a ça qui est égal à, alors à nouveau, hein, le psi. Donc hein, vous savez, quand vous avez un produit de matrice, quel qu'il soit, si vous faites sa transposée, c'est en fait la transposée de B fois la transposée de A. Pareil, si on prend le complexe conjugué, enfin là, ça juste se multiplie, ça passe chaque terme sans complexe conjugué, hein, et par conséquent, A, B croix, c'est B croix, A croix, ou croix est simplement désigne l'adjoint ici. Donc, ceci devient psi de t. Ça, c'est vraiment le passage du vecteur colonne au vecteur ligne, si vous voulez, si on est en dimension finie, enfin en tout cas du ket au bras de façon générale, abstraite. Et h devient h croix, mais h croix, puisque h est un opérateur, l'opérateur hamiltonien est un opérateur auto-adjoint, il est égal à son propre adjoint, et donc on peut laisser h ici. Donc voilà l'équation de Schrödinger en version ket, et la même en version bras. Simplement, on est passé du ket au bras et des opérateurs aux adjoints. Enfin bref, on a fait ce qu'on vient de faire. Alors, petit b. Soit une observable quelconque grand A. Rappelez la définition de sa valeur moyenne dans l'état psi, notée A, et calculer sa dérivée temporelle et montrer que, donc c'est le fameux théorème d'Ehrenfeld. Donc on l'a déjà démontré en fait exactement comme ça, hein. De toute façon c'est vraiment la façon de faire. On va le refaire vite fait parce que ça prend vraiment une ligne, hein. Donc, donc la valeur moyenne de A, vous vous rappelez, lorsqu'on est dans l'état psi, c'est simplement psi, alors je peux mettre psi de t, hein, ce sera vrai à chaque instant, psi de t à psi de t. Alors, si la norme de psi au carré est égale à 1, sinon vous vous souvenez qu'il faut diviser par la norme au carré de psi de t. Mais bon, on va supposer que ici que on peut laisser, enfin bon, bref, on verra. Ça ne change rien, le théorème est le même, que ce soit normalisé ou pas, donc bon, on va travailler avec normaliser, comme ça évite de trimballer cette normalisation qui est juste un nombre. Et ce nombre ne dépend pas du temps, puisque l'évolution d'un système est unitaire, et par conséquent, la norme se conserve, la norme de l'état reste identique au cours du temps, hein. Donc, lorsqu'on va passer à des dérivées temporelles, ça ne changera pas la norme, hein. Donc, c'est juste une constante qu'on peut trimballer du début à la fin si on veut, et qui ne change rien. Ok, alors, donc je prends une norme 1 et ça ira très bien. Donc, on cherche donc la dérivée par rapport au temps de ça. Ben, il suffit de l'écrire, hein. C'est la règle de Leibniz, hein. Vous avez la dérivée d'un produit à 3 termes ici.
Donc on a donc dA sur dt. Alors, on nous dit que A dépend du temps ou pas? On nous dit rien. Hein? On nous dit rien. Donc en fait, il manque un terme dans l'équation ici proposée, c'est-à-dire qu'on suppose que A en fait est indépendant du temps également. C'est pas dit, mais ça aurait dû être dit. Donc quoi qu'il en soit, d de A sur dt égale, alors la dérivée du premier, donc par rapport au temps, la dérivée du premier, donc ça fait, si je divise ça par i h bar, donc, donc 1 sur moins i, ça fait i, donc i sur h bar psi de t h, donc ça c'est juste d sur dt de psi de t, c'est ça, que j'applique donc à a psi de t, d'accord, plus, alors, psi de t fois la dérivée, je vais l'écrire quand même, psi de t, si jamais a dépendait du temps, plus, plus cette fois, psi de t a appliqué à la dérivée de psi de t, c'est-à-dire ici, pareil, je divise par h bar, donc j'ai en fait un, je vais mettre moins, donc 1 sur i h bar, c'est moins i sur h bar, d'accord? Voilà, donc la dérivée de psi, c'est donc ça fois h psi, je vais mettre ici h psi de t. Voilà, et donc il sort clairement que la dérivée de A, de la valeur moyenne de A par rapport au temps, c'est I sur H bar. Et donc on a la valeur moyenne, là, pris entre sandwich, enfin, pris en sandwich par psi, l'opérateur HA moins AH, c'est-à-dire par définition le commutateur de H et de A. Donc ça, c'est exactement le théorème de Rønfens, l'équation qu'on nous demande de montrer. Vous voyez qu'il y a un terme en plus ici, qui n'est rien d'autre que la dérivée peut... oui, enfin, bon, on a ici en fait la moyenne de dA sur dt. Si jamais A dépendait du temps, mais bon, ce terme n'étant pas présent, ça veut dire que A ne dépend pas du temps, par hypothèse, bien que ce ne soit pas dit, et donc on obtient, donc du coup la dérivée est nulle, et donc on obtient bien ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Donc voilà le théorème d'Ehrenfest, théorème très important, parce qu'effectivement, il porte en lui l'évolution des grandeurs moyennes, et c'est cette évolution des grandeurs moyennes pour n'importe quel observable qui nous permet de faire le lien avec ce qui nous est familier en physique classique, comme on va le voir là dans la suite. Et vous voyez vraiment que ce théorème, c'est un nom de théorème, donc on se dit, oh là là, c'est compliqué. En fait, c'est vraiment une ligne, c'est juste la traduction directe de l'équation de Schrödinger, une fois en version quête, une fois en version bras, et il suffit d'écrire la dérivée d'une valeur moyenne, et on voit que ça vaut ça. Donc c'est juste comme ça. Ceci n'est rien d'autre que vraiment la traduction en une ligne, la traduction directe de l'équation de Schrödinger. Alors, donc, en déduire la version quantique du théorème de conservation de l'énergie. C'est-à-dire, petit b, non, petit c, pardon, petit c, et donc on nous dit version quantique du théorème de conservation de l'énergie, la voici, donc c'est-à-dire, c'est pas la dérivée de l'énergie par rapport au temps qui vaut 0, parce que tous les systèmes n'ont pas une énergie bien définie. Seuls les états propres du Hamiltonien ont une énergie bien définie. La plupart des états du système ne correspondent pas à une énergie bien définie. Par contre, évidemment, sur n'importe quel état du système, on peut faire une mesure de l'énergie, obtenir une valeur qui va être aléatoire si jamais, avec les probabilités correspondantes au modulo carré de la composante de l'état du système, du vecteur d'état sur l'état propre correspondant. Mais en moyenne, on va obtenir une certaine valeur, et c'est cette valeur moyenne qu'on obtiendrait en faisant plein de mesures sur plein de systèmes préparés dans le même état, c'est cette valeur moyenne qui ne varie pas au cours du temps. Donc c'est la version effectivement quantique de la conservation de l'énergie.
Ici, c'est la conservation de la valeur moyenne des résultats de mesure de l'énergie. Donc, il suffit d'appliquer en fait le théorème d'Ehrenfest à la variable particulière A. Et donc, on voit effectivement que d de h sur dt, bah, c'est i sur h bar, valeur moyenne du commutateur de h avec lui-même. Et bien évidemment, le commutateur de h avec lui-même, c'est 0. Hein, c'est l'opérateur nul, si vous voulez. Et sa valeur moyenne, à l'évidence, ça va être 0. Et donc, on obtient effectivement cette version quantique de la conservation de l'énergie. C'est totalement évident. Alors, classiquement, un point matériel de masse m, sujet à un potentiel V de x, comme ceci, a une énergie mécanique. Alors, on nous dit, il y a une petite note. On abandonne la notation P de x et on note simplement P égale Px. Ok, d'accord. P de x, pardon. L'impulsion selon x a une dimension, il n'y a pas de confusion. Bon, ok. On va plus le faire dès le début, du coup. Alors, a une énergie mécanique EM égale P2 sur 2M plus V de x. Donc ça, c'est effectivement l'expression standard de l'énergie mécanique d'un système, enfin d'une particule de masse m, d'impulsion P, donc ça c'est 1,5 de mv2, c'est l'énergie cinétique, mais soumise à un potentiel, donc à une énergie potentielle, à une force dérivant d'un potentiel V de x. Donc ceci est l'énergie potentielle. Enfin, il n'y a pas de guillemets, c'est ça qu'on appelle l'énergie potentielle classiquement. Là, voilà ce qu'on a. Où l'impulsion est P égale mx point. Donc effectivement, on est à une dimension. L'impulsion, c'est la masse fois la vitesse. Donc là, c'est tout à fait l'expression classique de l'énergie mécanique. Bien. Montrer que l'équation de Newton, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, hein, m x de point, en fait, égale la force. Alors la force, ça va être moins gradient du potentiel. On est à une dimension, donc c'est moins dv sur dx. D'accord ? Donc ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique. La loi de Newton. Montrer donc que ceci peut s'écrire sous forme hamiltonienne. X point égale d de l'énergie mécanique sur dp. Et p point égale moins d de l'énergie mécanique sur dx. Bon, bah oui, bah ça c'est totalement... Enfin, c'est évident, c'est bien connu en physique classique, c'est simplement l'expression hamiltonienne de la mécanique classique qui lui est totalement équivalente, comme on sait. Donc si on remplace EM ici par P, donc on veut montrer ça, donc il suffit de le calculer. Hein, si on calcule... Bah, okay, je vais me mettre à côté. Si je calcule d de EM sur dp, ça ne dépend pas de P, et donc j'ai simplement la dérivée de ça, ça fait P sur M. Hein, et en vertu de P égale mx point, P sur M, c'est bien x point. Donc oui, on valide. Et ça, donc P point égale moins DEM sur dx. Alors on va calculer DEM sur dx. Et donc DEM sur dx, ça ne dépend pas de x, donc c'est effectivement moins V' de x, enfin, ou d de v sur dx. Ben voilà. Voilà. Et ça, c'est quoi le problème de signe ici? Moins DEM sur dx, c'est bien V' de x. Donc moins. Et ça, c'est pas... Alors, ça, c'est P point. Ah oui, bah c'est ça, oui, bien sûr. Voilà. Ah mais non. Donc il y a un problème de moins ici. Il y a un problème de signe ici. Attendez, ça c'est complètement évident pourtant. C'est la base de la base. Alors,
d de ça sur dx. Ah oui, non. Ah non, oui, pardon, je l'avais pris en compte déjà. Ça, c'est plus, évidemment, si on fait juste la dérivée de m par rapport à x. Donc, or ça, maintenant, l'équation de Newton, la relation fondamentale de la dynamique, nous dit que ça, c'est moins mx de point, et donc c'est bien moins mx point dérivé par rapport au temps, c'est-à-dire effectivement moins p point. Et donc on retrouve ça, voilà, évidemment. Donc check. Okay. Donc sans aucune difficulté ni grand intérêt, si on a compris que la formulation hamiltonienne de la mécanique est évidemment équivalente à la formulation newtonienne. Donc là, c'est juste un rappel, cette question, c'est juste un rappel sur la physique classique. Mais alors maintenant, on va voir que sous cette formulation-là, le théorème d'Ehrenfest nous donne immédiatement en fait la version quantique de ces équations, qui sont donc équivalentes à la physique newtonienne standard, enfin élémentaire, de l'époque de Newton. Alors, donc à l'aide du théorème petit e, CDE, à l'aide du théorème d'Ehrenfest, établir les équations donnant l'évolution temporelle des valeurs moyennes de x points, des valeurs moyennes, pardon, x et y, donc x et p, pardon, donc d sur dt, moyenne de x, bah, il suffit de remplacer a ici par x, donc ça fait i sur h bar, valeur moyenne de h x, et de la même façon, d sur dt de p égale i sur h bar h p. Ceci est vrai pour toute grandeur physique A, donc en particulier, donc le commutateur, en particulier pour la grandeur x et la grandeur p, en fonction des commutateurs. Donc c'est fait. Ce sont ces commutateurs que l'on cherche à calculer dans la suite. Alors, petit f, bon, ok, on va calculer ces commutateurs. Démontrer tout d'abord pour tout opérateur A et B que, donc quel que soit A et B, que le commutateur de A2 avec B est égal à en fait, on avait déjà fait ça dans le TD précédent, ça m'ennuie un peu de le refaire, je dois dire, mais ok, qu'à cela ne tienne. On va le faire. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour peut-être une présentation qui, à mon avis, est un peu plus fluide, un peu plus... Bon, je sais pas, enfin bref. Ok, allons-y, on va faire ce qu'on nous demande. Donc on nous demande de montrer ça. Bon, ça c'est très simple, il suffit d'écrire la définition. Ça fait A, B, c'est A carré fois B moins B fois A carré. Et là, l'astuce habituelle, c'est de faire apparaître cet élément-là. C'est donc, alors on va commencer par lui en fait. Donc on écrit A, B, moins, ça ce serait A, B, moins A, B, A. Bon, je vais effacer ça parce que... Ça, c'est exactement ça, hein, c'est A fois AB moins BA. Alors, simplement, j'ai retiré un terme ici qui n'était pas là, donc je le rajoute. Et donc, moins celui-ci. Donc maintenant, si je mets A en facteur ici, ça fait A facteur de AB moins BA, lui. Et ici, j'ai plus AB moins BA fois A, c'est-à-dire ça. Bon,
CQFD. OK. Comment se simplifie cette relation si... Alors, si A, le commutateur de A avec le commutateur de AB égale 0. Bon, bah, si le commutateur de A avec le commutateur de AB égale 0, bah, ça fait 0. Puisque là, on a A fois le commutateur de AB. Ah non, pardon. Pardon. Non, pardon, j'ai rien dit. Non, si A... Non, parce que ça, c'est A fois le commutateur de A et de B, moins le commutateur de A et de B fois A. OK? Hein, par définition, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fois le commutateur, moins le commutateur fois A. Alors, comment se simplifie cette relation-là lorsqu'on a ça? Eh bien, on va... Donc, oui, ça veut dire que ça égale... Donc, ça égale 0 équivaut à ça égale ça. D'accord? Et donc, je peux, par exemple, remplacer lui par lui. Donc, je vais avoir 2 fois ça. Ou l'inverse, remplacer lui par lui. Je vais avoir 2 fois l'un des deux termes. Hein, les deux termes sont égaux, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, on garde celui qu'on veut. Allez, 2A, je garde le dernier, fois le commutateur de AB. Voilà. OK. Ben, c'est charmant. Petit f égale... OK. Petit g. Démontrer la formule dite de la dérivée sous le commutateur que voici. Alors... Donc, petit g... On nous demande de montrer ceci. Le commutateur de f de A avec B égale le commutateur de A et de B fois f' de A, où A et B sont deux opérateurs tels que A commute avec le commutateur de AB, enfin, donc le cas précédent, je ne le réécris pas. Et F, fonction supposée analytique. Alors, on nous rappelle ce que c'est qu'une fonction analytique. Ah non, on ne nous rappelle pas ce que c'est. Parce qu'il y a une note. Alors, la note nous dit on pourra le démontrer par récurrence sur n pour une fonction f de x égale x puissance n. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, je vais effacer le théorème d'Ehrenfest, que chacun connaît, j'espère, à ce stade. On le réécrira s'il le faut. Donc, f de x égale x puissance n. Où je suis. Voilà. Puis, on généralisera à toute fonction qui est développable en série entière. Et c'est ça, justement, une fonction analytique. Hein. Donc, en fait, on écrira f de x comme une somme de an x puissance n, n égale 0 à l'infini, avec les conditions de convergence qui vont bien. C'est-à-dire que le reste tend vers 0. Hein. Si on s'arrête à un rang fini, le reste tend vers... Bref, enfin... fonction analytique, donc développable de cette façon. Voir l'exercice 2 du TD5. Bon, bah, on n'y est plus du tout, mais c'est pas grave. Et je soupçonne que ça réfère à un autre TD5, parce que je ne me souviens pas d'avoir traité ça ensemble la dernière fois, mais on verra. Alors, f de x égale x puissance n. Donc, c'est ça, on nous propose de montrer ça dans le cas particulier où f de x est x puissance n. Évidemment, du coup, an x puissance n, ça ne change rien. Hein. Si je multiplie ici par f par n'importe quel lambda, sa dérivée sera multipliée par lambda et rien ne change. Hein. Donc si c'est vrai pour un f, c'est vrai pour lambda f. Donc on va montrer ça pour xn. Et donc on nous propose de le faire par récurrence. Donc on suppose que c'est déjà vrai jusqu'au rang n. D'abord, peut-être on va voir au rang 0.
Au rang... Alors, enfin, puisqu'il y a f' ici. Donc, on a dit que A devait commiter avec le commutateur de AB. Oui, donc on va prendre ici, si f' égale l'identité, hein, donc c'est-à-dire f' de x égale x, donc f' de l'opérateur A égale l'opérateur A, hein, attendez. Non, d'accord. Pardon, on va le faire, parce que ça c'est pas le premier rang en fait. Hein, ça c'est f' qui vaut a. Donc on va prendre f' égale, on va prendre f de x égale a. Voilà le rang 1. Donc f de a égale a, hein, c'est-à-dire donc f de x égale x. Et donc on a f' de x qui vaut 1, c'est-à-dire qui vaut 1 ici, qui vaut l'identité. Hein, d'accord, enfin, non, pardon, décidément. Oui, f de x égale x, donc f' de x égale 1, hein, c'est-à-dire que f' de a, ça fait l'identité. La fonction 1, la fonction qui a tout x. Ah, attendez. Qu'est-ce que je raconte ici? F' de A. Non, f de A égale A. F de A, c'est l'identité. Oui, donc f', oui, égale 1, oui, d'accord. Égale 1, mais... Oui, enfin, d'accord. 1, la matrice 1, c'est-à-dire la matrice identité, d'accord. C'est pas que f' est l'identité. F', hein, l'identité c'est f ici. À tout A, elle attribue A. À tout X, on attribue X. Et ici, f' de A, donc qui vaut 1, c'est à tout X ou à tout A, on attribue 1. D'accord. Donc c'est pas l'identité, mais c'est enfin, l'image, c'est la matrice identité. Bref, tout ça pour dire que dans ce cas-là, on a f de A ici qui vaut A, donc cette partie-là, c'est le commutateur AB, je remplace f de A par A, et ça, c'est AB fois f' de A, c'est-à-dire fois la matrice identité, c'est-à-dire juste ça en fait. Et donc effectivement, ceci est vérifié à l'évidence dans le cas où f de x vaut x. Alors, si maintenant... Oui, d'accord. Ça, c'est déjà le rang 1. Alors maintenant, si on va encore un rang au-dessus, donc du coup, on aurait pu se passer de ça. Si on prend maintenant la fonction f de x égale 1, pour avoir le terme ici, pour n égale 0, hein, donc a0, enfin, a0 fois x puissance 0, c'est-à-dire une constante. Je vais mettre constante quelconque. Je vais l'appeler a0, la constante, ce sera le premier terme du développement. Si f de x vaut a0 comme ça, alors, eh bien évidemment pour a, ce sera a0 fois la matrice identité, d'accord, hein, si on applique cette fonction, mais sur une matrice et pas sur un nombre. Et évidemment, ici, f' de x vaut 0 et f' de a vaut 0 aussi, enfin la matrice nulle cette fois. Hein. Quoi qu'il en soit, dans ce cas particulier aussi, si je remplace donc f de a par a0 fois l'identité, évidemment l'identité commute avec b, donc cette fois-ci ici, ça me donne a0 fois l'identité b, et le commutateur de enfin, a fois b moins b, a, le nombre ici, ça fait évidemment 0, et là, à nouveau, du coup, le f' de a ici fait 0, hein, là, et donc on a bien 0 égale 0, ça marche aussi. Donc on a vérifié pour
l'ordre 0 pour l'ordre 1, et maintenant on va le faire, donc il n'y a pas besoin des deux, mais on va le faire par récurrence. Ah, ou peut-être que si, bon, je sais pas, on va voir. En tout cas, on va le faire par récurrence, on va supposer que c'est vérifié jusqu'au rang x puissance n, et on va calculer au rang, au rang n plus 1, c'est-à-dire pour la fonction f égale x puissance n plus 1. Bon, désolé pour ce petit cafouillage, donc allons-y. Donc on a ici a puissance n plus 1, b, d'accord, ça c'est f de a, b, lorsque f de x vaut x puissance n plus 1, ok. Alors ça, c'est égal, on va faire la même manip que tout à l'heure, donc ça fait a... Ah oui, on avait utilisé ces astuces-là quand on a calculé l'opérateur de translation pour une translation finie, si vous vous souvenez. Donc ça fait a fois a puissance n fois b, c'est a n plus 1 fois b, moins b fois a n plus 1, c'est-à-dire fois... Alors, je vais plutôt le faire comme ça. Non. Oui, si. Enfin, bon, bref. On verra après, d'ailleurs, où on le met. Alors, mes chapeaux et mes n se ressemblent beaucoup. Je suis désolé. On verra. Donc, A puissance n et A. Probablement qu'il faudra changer ça. Alors, maintenant... Donc je vais plutôt faire ça, on verra pour là. Donc ça c'est égal à... Alors même petite manip, donc moins AN BA plus ANBA moins B ANA. Alors, voyons maintenant. Donc, on veut faire sortir... On veut faire sortir n fois... Oui, on veut faire sortir le commutateur de A et de B un bon nombre de fois. Alors, c'est plutôt... Le n, je le mets où je veux, hein. Évidemment, a fois n ou an fois a, c'est pareil, hein, donc je peux le faire comme ça. Donc, pourquoi je ferais ça? Parce que ça me fait sortir le commutateur de a et de b avec a puissance n, d'accord? Et puis là, ça me fait sortir a fois le commutateur de a puissance n et de b. D'accord? Donc voilà ce qu'on obtient. Or, maintenant on va appliquer la relation de récurrence qui est que donc a puissance n b c'est a b fois la dérivée de la fonction x puissance n, c'est x puissance... Oui, on va appliquer cette formule-là pour f égale x puissance n.
Donc ça donne ça donne AB fois la dérivée, donc c'est-à-dire fois n a puissance n-1. Voilà, pardon. Ici. Ok, et donc si je remplace ça là, ça fait... Oui, ça marche. Ok, donc ça fait... Donc ça, je le remplace par AB. Donc ça fait, pardon, A fois N. Enfin, le N, je vais le mettre devant. Fois ce commutateur AB fois A puissance N-1. Plus ça. On ne voit plus trop. Donc, bon, plus ça. D'accord ? Et le point clé, c'est qu'on s'est mis dans le cas où, effectivement, AB, le commutateur AB commute avec A. Hein, c'était ça l'idée du truc d'avant. Là. Si le commutateur de AB commute avec A, alors le A, je peux le mettre là. Et donc, finalement, alors, désolé pour la place qui manque, mais finalement, allons-y. Finalement, j'ai donc n fois AB A fois A n-1 plus une nouvelle fois AB fois A puissance n. Donc ça, c'est évidemment A puissance n aussi. Et donc finalement, c'est égal à n plus 1 fois le commutateur de A et de B fois A puissance n. Ce qui est bien le commutateur de A et de B fois la dérivée de f, puisque notre fonction f, c'est celle-ci. Hein? Et donc la dérivée, c'est bien n plus 1 x puissance n, et donc c'est bien n plus 1 a puissance n ici. Voilà. Ok, donc on l'a supposé au rang n, et on l'a montré au rang n plus 1. Ceci est vrai quel que soit n. On a vérifié au premier rang. Par conséquent, cette relation est vraie. Bon, voilà, voilà. Bon, c'est des petites manipulations, c'est jamais facile au tableau, parce qu'on manque de recul, mais enfin, il n'y a pas de difficulté. Je pense que vous y êtes arrivé sans problème. Voilà, donc si c'est vrai pour tout... Alors, si c'est vrai pour tout monôme x puissance n, ça va être vrai pour toute série, pour toute somme de tels monômes, et pour toute somme finie en tout cas, hein, puisque si ceci est vrai pour une fonction f1 plus f2, enfin pour une fonction f1 et pour une fonction f2, les commutateurs ici, tout ça, c'est juste un produit qui est distributif, donc d'accord, A1 plus A2, B c'est juste A1B plus A2B, hein, donc si je fais une somme ici, elle va se retrouver ici, hein, parce que pareil, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc si c'est vrai pour chaque monôme, ça va être vrai pour chaque somme finie de monômes, et par passage à la limite, puisque l'idée c'est qu'évidemment, pour une fonction analytique, la série converge, donc le reste, si on veut, tend vers 0. Donc par passage à la limite, ceci va être vrai aussi pour toute fonction analytique. Donc c'est assez intéressant parce que cette formule donc, est vraie de façon totalement générale, quelle que soit la fonction f analytique. Et donc vous voyez qu'en fait, faire commuter, c'est vraiment assez intéressant, faire commuter une fonction de A avec B fait sortir la dérivée. D'accord ? En mettant la fonction dans le commutateur, il sort sa dérivée, ce qui n'est pas immédiatement intuitif. Mais on voit ici d'où ça sort, simplement en faisant le calcul. Alors bon, ça prend 4-5 lignes, enfin c'est que des manipulations algébriques totalement élémentaires. Et on voit qu'effectivement, on a cette formule qui est assez intéressante. Et je dirais pas spécialement intuitif, quand on n'a pas l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande d'en faire de ça ? Notez bien que ça implique, hein, parce que c'est clairement dit dans l'énoncé de cette question,
enfin, ça nécessite que A commute avec le commutateur de A et de B. Hein. Sinon, sinon, cette étape ne se passe pas bien. Hein. Donc, c'est évidemment quelque chose d'important. Donc, A et B, deux opérateurs tels que A et le commutateur de AB commutent, et F, une fonction qu'on supposera analytique. Très bien. Ok, donc petite tâche. À l'aide de la formule qu'on vient de démontrer, on a quand même fait ça pour une raison. Alors la raison, la voici. À l'aide de cette formule, petite tâche, vérifier que le commutateur XP qu'avec le commutateur XP égale IH bar, donc ça, on l'a établi diverses fois dans le cours et dans les TD jusqu'à présent, donc c'est le commutateur de X et de P, le commutateur canonique, comme on dit parfois. On retrouve les équations de la mécanique classique susmentionnées en valeur moyenne. Donc, bon, j'ai effacé ce qu'il fallait, mais on va le réécrire. L'idée, c'était donc la dérivée de la moyenne de l'opérateur X par rapport au temps. C'était donc I sur H bar H X, d'accord, ça c'est le théorème, enfin la moyenne de H et de X, ça c'est le théorème d'Ehrenfest, appliqué au cas de l'opérateur X. Donc maintenant il faut se souvenir que H c'est P2 sur 2M plus V de X. D'accord ? Donc on a exactement ici ce cas-là, là, V, on a une fonction de X. Alors P, la partie P commute, non, ne commute pas avec X, pardon. On a donc P2 sur 2M, alors on va l'écrire. Ça fait, alors P2 sur 2M. Mais ça, on l'a déjà calculé. Oui, c'était ce qu'on avait dans le cas de la particule libre. On avait vu, donc, quand H ne vaut que ça, on avait vu qu'on avait D de moyenne de X qui était égal, donc ça c'est la vitesse, c'était simplement P sur M. D'accord ? Hein ? Ok. Et on pourrait le reprendre, mais on l'a déjà fait. Hein. Ça, c'était la première partie de l'exercice. Hein, puisque P, c'est M, P c'est MV, enfin, moyenne de P sur M. Hein, donc, c'est-à-dire X, dx sur dt. Donc ça, c'est ce qu'on avait, mais maintenant, on a un terme en plus. Il y a le terme, donc plus I sur H bar, moyenne de V de X avec X. D'accord ? Et c'est là qu'on retrouve ici ah non, oui, bon, c'est pas faux, oui, ceci, mais ceci, évidemment, ça fait 0. D'accord ? Une fonction de x, tous les x commutent, enfin, toutes les puissances de x commutent avec x, évidemment, puisque x commute avec lui-même, donc ça fait 0. Donc on retrouve la première relation de Newton, on retrouve ça, donc là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau maintenant, c'est quand on va calculer, au contraire, enfin, en complément, d de p sur dt, qui est donc I sur H bar, P2 sur 2M, plus V de X, commutateur avec P. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Hein. Donc cette fois, c'est la partie P, P commute avec P, bien évidemment. Enfin, P carré commute avec P, donc ça va faire 0. Il va rester le commutateur de V de X avec P, et c'est là qu'on va pouvoir appliquer la formule précédente. Donc, on a D de P sur dt qui est égal à I sur H bar fois V de X P. Et ça, d'après ce qu'on a dit, c'est bien égal à I sur H bar, le commutateur de X avec P, fois la dérivée de la fonction, c'est-à-dire
appliqué à x. Hein, donc dv de x sur dx. Hein, la dérivée par rapport à la variable en question. Hein, et donc on retrouve ici le début du gradient. Alors reste à appliquer l'opérateur, enfin le commutateur xp qui vaut ih bar. Et bien tout ça, donc ça fait bien moins 1, tout simplement. Le signe moins. Hein, et donc on retrouve dp sur dt égale moins gradient de v en moyenne. Ce que je vais écrire là. Donc, d de la moyenne de p sur dt égale moins 1. I fois i, c'est moins 1. H bar sur H bar, ça fait 1. Donc moins d... pardon, il manque... C'est la valeur moyenne de tout ça. Il manque la valeur moyenne. C'est-à-dire la force, hein, moins gradient de V, moins gradient d'énergie potentielle, on retrouve bien la force comme il faut. Voilà, alors il y a juste une chose à vérifier, c'est que le théorème s'applique bien. Pour qu'il s'applique, il faut que la fonction f soit analytique. Alors ça va être le cas pour n'importe quelle forme de potentiel qui est qui est une fonction analytique, c'est-à-dire une fonction qu'on est susceptible de rencontrer en physique, grosso modo. Mais il faut aussi vérifier que x, le commutateur de xp, commute avec x. Hein, c'était une condition capitale, mais le commutateur de xp, c'est en fait un multiple de l'identité. Donc oui, bien sûr, ça commute avec x, ça commute aussi avec p d'ailleurs, ça commute avec tout. Donc on est bien dans les conditions d'application du théorème, et par conséquent, ce qu'on a fait ici est légitime. Et donc, c'est formidable. Voilà, on a écrit la version quantique de la mécanique newtonienne. Sachant que c'est l'inverse, hein, c'est la physique newtonienne qui se déduit, enfin, qui est une apparence classique de ce qui se passe en réalité au niveau quantique. Ok, bon ben voilà. Alors, est-ce qu'on attaque l'exercice 3? Allez, on va essayer. Quelle heure est-il? Ouais, allez, un petit effort. Donc, on va attaquer maintenant l'exercice 3 avec une première application, enfin, une résolution d'une équation de Schrödinger avec un puits. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais couper la vidéo et je vais redémarrer tout de suite de façon à bien séparer, parce que là, c'est un petit peu un autre sujet. Donc, je m'arrête là. À tout de suite pour ceux qui le souhaitent dans la vidéo prochaine.